this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de No Limits 2 et on se retrouve sur un Mack Ride, un très très beau Mack Ride qui a encore une fois été réalisé par Maincon Costa et son nom c'est Zes Coaster, et ce n'est pas Lech Coaster avec un cheveu sur la langue, pas du tout, puisque ça n'a rien à voir, un Lech Coaster, rappelons-le, c'est quand même le coaster de Legendia en Pologne, hein, qui est un next-gen génération 2, enfin de Vekoma si vous voulez. Pourquoi je dis génération 2, ça n'existe pas la génération 2 de chez Vekoma, mais bref. Alors, par contre, ici, on a affaire clairement à un Mack Ride, un Shuttle Launch Mack Ride. Là, je vous avoue que ça m'intrigue beaucoup parce que là, Mack Ride n'a jamais fait ce genre de choses. C'est-à-dire d'avoir un layout aussi étendu sur une flèche. Hein, regardez, on a carrément un layout sur la flèche, hein, ça rigole pas. Donc ça m'a l'air d'être relativement assez sympathique. Alors par contre c'est vraiment un layout très à ras du sol. On n'a pas du tout d'éléments très en hauteur. Je pense pas qu'on aura une vitesse folle là-dedans, hein, très clairement. Ça m'a l'air d'être un coaster assez à ras du sol et assez peu fourni en termes de vitesse. Mais généralement les coasters non fournis en vitesse ne sont pas non plus les plus à plaindre, hein, parce que généralement, je pense notamment à RTH, hein, qui avec son petit 90 km/h arrive à faire quand même vachement des top 1 dans certains classements de park fan, de roller coaster fan, enfin bref, tout ce que vous voulez qui finissant par fan, ou même enthousiaste. Bref, on va aller tester ça. En tout cas, il y a des éléments qui font vachement penser à Taron, notamment celui-ci, là, le Double S-Turn qui se situe vraiment tout en hauteur, qui a l'air vraiment cool et vraiment sympa. Mais dans l'ensemble, ça me fait un peu penser à Icon. Vous savez, le launch à Blackpool Pleasure Beach, bon, qui n'a pas évidemment de flèche, qui n'a pas de triple catapultage, comme le possède par exemple Capital Bullet Train à Motion Gates, ou même Star Trek Operation Enterprise à Movie Park Germany. Mais bref, on va donc tester ça. Donc c'est parti, son entrée se trouve juste ici à Zes Coaster. On a de quoi faire, hein, visiblement. En plus, le layout a l'air super long. Vous voyez que depuis que j'ai pris la parole, le train n'a toujours pas fini son parcours. Enfin là il vient je pense de finir à l'instant son parcours. Donc comme quoi il y a vraiment de quoi faire. Alors par contre les zones de frein sont extrêmement grandes, pour ne pas dire excessives j'ai l'impression. Mais bon, au lieu de critiquer on va aller tester tout ça. Mais, putain mais son layout est excessivement grand. Oh, regardez ça, je pense qu'on va vraiment se fendre la peau là-dedans. On va se faire plaisir. Mais en tout cas c'est quand même vachement agréable d'avoir des coasters aussi grands. C'est vrai que Phantasialand est un petit peu le champion de cela, d'avoir des coasters super grands, mais alors par contre le débit de ce truc m'a pas l'air exceptionnellement grand, enfin exceptionnellement intéressant, puisque comme vous pouvez le voir on n'a pas du tout de zone de frein, alors hormis la table de transfert et puis j'ai l'impression le catapultage, ça m'a pas l'air... Ah putain on arrive déjà en gare, ok je m'étais pas aperçu de cela. Bon écoutez c'est parti, on va aller se mettre en gare, putain assez sympa quand même la station. Ah, on a un flying through, vous savez le flying through comme on peut retrouver par exemple sur Lech Coaster, hein, en Pologne. On a par exemple leur flying roll qui arrive comme ça tout en haut de la station. Après il y a le flying through par exemple de Wodan et puis de Troy à Toverland et puis à Europa Park respectivement. Même si là c'est plus un flying through qui ne traverse pas la station comme ça, mais il traverse plus la station tout en longueur, hein, sur les deux wooden coasters. Bref, c'est parti, on a nos petits portillons d'ouvert, on va donc pouvoir aller baisser au nos harnais et aller tester ce truc. Ça va être très long j'ai l'impression. Mais bon, ce n'est pas trop grave, ce n'est pas pour me plaindre. Oui, ça me fait également penser à Icebreaker. J'ai l'impression que le transfer track se situe vraiment au même endroit que Icebreaker, c'est-à-dire tout au bout de la table de transfert, mais on va aller voir ça en quelques instants. Par contre, on a l'air de vraiment choper de beaux petits airtime comme ça sur la première partie de son layout, c'est-à-dire juste avant la table de transfert. Ça m'a l'air d'être très plaisant et on va voir ça dans quelques instants, en espérant que ce le soit. Très plaisant. Mais c'est parti. On attend que ça dispatche. Il y a notre train, je pense, voilà, quand je vous disais que le débit m'a pas l'air exceptionnel, c'est que le train qui est juste avant nous, là, n'a toujours pas fini son layout. Il m'a pas l'air d'avoir zone de frein. Mais on va voir ça dans quelques instants. Donc c'est parti, on commence par les tout petits bunny hops qui nous permet un petit peu de faire notre petite mise en bouche. Ouais, finalement les bunny hops, voilà, sont vraiment là pour dire écoutez, on arrive sur la table de transfert. Pas plus que ça, j'ai cette impression. Ouais, regardez, on a la même... Star Trek Operation Enterprise aussi, cette façon de table de transfert... Enfin, cette voie de garage est la même que sur Star Trek Operation Enterprise. Par contre, c'est assez perturbant parce qu'on s'est même pas stoppé, on s'est même pas arrêté que la table de transfert était déjà en mouvement. Voilà, c'est du Star Trek Operation Enterprise. Ouais, regardez même pas. Vraiment, au moment pile où la table de transfert s'est arrêtée, on est parti. Donc c'est parti. On a même eu un petit décompte, je sais pas si vous l'avez entendu, juste avant le premier catapultage.
Donc ça c'est sympa, ça rajoute 2-3 petites choses, super cool. Ok, donc on commence le layout avant d'arriver sur la flèche. Ah d'accord, ok, j'avais pas fait gaffe, mais visiblement ce début de layout traverse la gare. Je pensais que c'était un petit peu plus tard dans le layout, mais pas du tout. Allez, c'est parti, on va donc se taper le méga launch. Alors quand je dis méga launch, ça reste super mou hein, pour du Mack Ride. Enfin, c'est du Mack Ride, donc c'est super mou, j'ai envie de dire. Et encore, super mou reste un euphémisme, je pense. Ok. Bon, des petits instants en ras du sol, c'est très sympa. C'est bizarre, je serais curieux de savoir à quelle vitesse on va. Alors, excusez-moi. On va peut-être éviter de déclencher l'arrêt d'urgence, ce serait sympa. Putain, je m'en doutais, j'ai déclenché l'arrêt d'urgence. Quel bolos. On est à une cinquantaine de kilomètres heure. Je pensais qu'on était à plus. Ok, mais par contre, là, on arrive direct sur un second launch qui nous fait atteindre les 85, mais on frôle les 90 quand même kilomètres par heure. Ok, donc c'est un multi-launch coaster. Ah, il est super long, hein. Mais ce n'est pas pour me déplaire, bien au contraire. C'est vraiment cool les coasters aussi longs comme ça. Avec de beaux éléments qui bordent très bien certaines allées du parc. Et il a une identité ce coaster, c'est assez intéressant. On va en reparler juste après. Mais ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Donc on se retrouve sur la zone de frein. Alors par contre la zone de frein elle est vraiment pile à 90 degrés par rapport à la station. C'est pas super réaliste, hein. Rares sont les parcs à faire ça, mais je pense que c'est une mesure de simplicité de conception. Parce que moi-même, quand je construisais mes coasters, je vous avoue que j'utilisais cette technique, c'est-à-dire pour vraiment faire de lignes parfaitement droites, ce qui est assez compliqué en temps normal quand on n'est pas à 90 degrés par rapport à la grille de construction de l'Hélice 2. Et ben, je m'amusais en fait, si vous voulez, à vraiment faire les choses, si vous voulez, perpendiculaires aux autres. Par exemple, la flèche, elle est vraiment parfaitement parallèle à la zone de frein. Donc je pense qu'il a vraiment bien utilisé la grille du coaster. Mais le souci, c'est que dans un parc classique, voilà, rares sont les coasters à vraiment utiliser voilà, une certaine grille et puis à ne pas être vraiment, enfin, vraiment avoir des éléments perpendiculaires les uns aux autres. Surtout sur les coasters modernes, ça n'existe quasiment plus, hein, pour ainsi dire. Mais je sais que c'est une technique de construction par mesure de simplicité que j'utilise moi-même. Donc je vais pas en plaindre, mais je la relève. Ça permet quand même surtout de différencier les coasters du niveau très expert au niveau moyen, avancé. Mais voilà. Par exemple, Coasters Galaxy ne ferait clairement pas ce genre de choses. Ça, j'en suis quasiment sûr. Oui. Donc je disais justement, alors peut-être se retrouver hop, dans la station pour justement essayer de voir un petit peu comment se présente cette sortie d'attraction. Donc vous voyez qu'on a un beau chemin comme ça qui est juste au-dessus de ces petites bosses. Mais on arrive quasiment voilà, sur la belle esplanade qui est quasiment juste à côté du coaster, il faut le dire. On est vraiment, on borde vraiment le coaster, ça c'est vraiment super cool d'avoir des petits chemins quasiment où on a de beaux petits points de vue pour pouvoir admirer le coaster. Ça j'aime beaucoup ce genre de petites techniques. Ça nous permet voilà, de profiter quand même des courbes du coaster qui sont loin d'être moches visuellement parlant. Franchement, c'est assez joli. Donc on a deux petits points de restauration. Bon, il n'y a rien dedans, c'est quand même dommage. Par contre, il a fait quand même un bel environnement avec des tables, des chaises, des parasols. Alors par contre, je sais pas à quoi ça sert cette merveilleuse passerelle. Ouais, non, c'est pas très utile tout ça, hein, même si ça nous évite de faire le tour pour pouvoir passer d'un chemin à l'autre. Mais surtout que là, ici, on a des cul-de-sac. Donc l'intérêt, voilà. Je sais pas si la passerelle aurait été, enfin, est vraiment très utile. Franchement, je sais pas trop. Bon, bref. Pour faire un rapide bilan sur ce truc, c'est vrai que je vous ai parlé en fin d'un ride justement de la certaine identité que donne ce coaster. C'est vrai que le coaster est vraiment très joli et il a une identité, c'est une identité très moderne plutôt. Et ça j'aime beaucoup quand les coasters No Limits ont une identité, même sur hors parc d'attractions. C'est vrai que d'un point de vue marketing, les parcs essaient vraiment de donner une identité, tout simplement pour pouvoir communiquer très facilement dessus, pour qu'on ait que sur les visual marketing, on est directement, on sache de quoi ça va parler, on sait pour hyper le truc, vous voyez. Et on retrouve ça sur quasiment tous les coasters modernes. Chacun a son identité propre qui permet à la communication de communiquer dessus et permet aux visiteurs vraiment de se référer dessus et de se dire putain ce coaster est unique, voilà. Et le fait d'avoir une identité dans un coaster, c'est assez rare sur No 2, c'est appréciable et celui-ci en a un. Clairement, alors effectivement, à part des éléments qu'on pourrait retrouver sur d'autres coasters, c'est vrai que ce coaster a une identité qui lui est assez propre. Voilà, un nom propre, qui a une lignée propre. Alors même si certains éléments thématiques, certains éléments de décor sont plutôt difficilement
je trouve mal choisi par moment, mais ça reste une constante, j'ai l'impression, chez Maine Costa, de par le fait qu'il construit vraiment ses coasters à la chaîne, j'ai envie de dire. C'est la prod, la prod, la prod, la prod chez Maine Costa. C'est vrai que, voilà. Mais dans l'ensemble, il a une identité. Il a trouvé l'identité, ce qui n'est pas le cas de tous ses coasters, notamment le précédent coaster qu'il a fait sur le Scène Loop Intamin qu'on avait présenté il y a quelques épisodes de cela. Là, tout est cohérent, il y a de beaux éléments. Les couleurs sont bien choisies, juste ça manque, je pense, de travail personnel, de travail au fur et à mesure du temps, voilà, de se pencher davantage sur le coaster. Mais bon, ça c'est la stratégie de production, j'ai envie de dire, de Maine Costa. Voilà, donc en tout cas, un chouette coaster, je vous disais, avec comme avantage son design, hein, son layout qui est très long, son identité qui lui est propre, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants. Mais par contre, son plus gros défaut, je pense, c'est le débit qui m'a l'air d'être absolument catastrophique, qui m'a l'air absolument irréaliste pour un tel parc, je pense, parce que pour investir dans un tel coaster aussi long, avec beaucoup d'éléments, il faut avoir beaucoup d'argent. Et généralement, quand on a beaucoup d'argent, c'est qu'on a beaucoup de visiteurs, qu'on a un gros parc. Et si on est un gros parc et qu'on a beaucoup de visiteurs, on a forcément besoin de débit. Voilà, tout est relié. Alors même si on a des exceptions, hein, comme Toverland, qui n'a pas beaucoup de visiteurs en soi à l'année, mais qui derrière se permet quand même de faire des gros coasters style Troy et Phoenix. Voilà, ça reste des exceptions. Mais généralement, quand on a un gros coaster, en tout cas un coaster aussi long comme ça, varié, etc., aussi long en fait, c'est surtout qui est important. Enfin, tout de suite, c'est la chose qui marque quand on voit ce coaster. Généralement, derrière, c'est qu'on a un parc avec une certaine fréquentation. Et cette fréquentation, faut pouvoir absorber autant de visiteurs. Et là j'ai l'impression que c'était pas le cas. C'est dommage. Peut-être une zone de frein où je sais pas que la zone de second launch serve de zone de frein pour pouvoir accueillir un autre train en simultané sur le parcours, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas le cas, ça n'a pas été conçu pour ça. Regardez, le track switch ne s'est même pas mis en place, alors que le train en soi il est parti, hein, il est parti sur son layout. Donc pour moi il y a une petite erreur de conception. Pour moi il aurait fallu que ça tourne à une capacité un petit peu plus importante. Alors que pourtant il y a 4 trains je crois, avec voilà un train qui est en voie de garage. D'ailleurs on peut pas mettre plus de 3... Ah non, putain, on peut mettre qu'un train dans ces voies de garage, il n'y a pas d'autre voie de garage? Ah non, il n'y a pas d'autre voie de garage, donc là ça pose problème par contre. C'est qu'on peut mettre qu'un seul train également dans ce petit voie de garage. Alors qu'en temps normal, voilà, on est censé pouvoir ranger au minima tous les trains. Alors, enfin au minima, par exemple quand on a 4 trains, il faudrait au minima en ranger 3. Par exemple, à Eddie's Ride à Plopsaland, si vous voulez, un des 2 trains peuvent être rangés. Mais généralement, quand vous avez un nombre assez important de voies de garage, je crois par exemple sur Taron à Fantasyland, on a 4 trains, on a 3 trains qui peuvent être rangés en voie de garage. C'est pas nécessairement tous les trains, mais voilà, par exemple, on peut stocker un train en station, ça pose pas de problème. Mais c'est toujours bien d'avoir toujours un train pour une voie de garage. Voilà, c'est ça que je voulais surtout souligner. Voilà, donc j'ai fait le bilan de ce coaster. Je pense qu'il était plutôt sympa. N'essayez surtout pas à me le dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce coaster. Si vous aimeriez bien le voir en vrai, malgré que ses launches soient vraiment assez poussifs, mais il est plutôt réaliste. Et je pense qu'on pourrait très bien voir ça dans un très 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 gros parc d'attractions qui possède beaucoup de place, hein, nécessairement. Voilà, donc on va passer donc à la création suivante de cette vidéo. Et il s'agit donc de Iron Wolf. Iron Wolf qui est donc un gros RMC qui me fait fortement penser, je pense, vous l'avez tous remarqué, à Iron Gwazi. Non pas le fait que ce soit un RMC Iron Gwazi, mais c'est surtout en fait la station. Alors regardez, bam. Là, c'est la station d'Iron Gwazi, les gars. Ne serait-ce que le prélift, c'est du Iron Gwazi. Mais on va aller voir ça dans quelques instants. On va aller voir si c'est vraiment bon, si c'est intéressant. Par contre, le layout a l'air d'être quand même relativement différent, même si je retrouve des éléments, j'ai l'impression, dans Iron Gwazi. C'est moi, j'ai l'impression d'entendre le soundtrack de Iron Gwazi. Ouais, c'est bizarre. Bref, putain, en plus, même la file d'attente ressemble à Iron Gwazi. Enfin, c'est absolument n'importe quoi. Non, ouais, c'est pas c'est pas le soundtrack de Iron Gwazi, je pensais que c'était Iron Gwazi. Regardez, carrément, Iron Wolf, voilà, c'est Iron Wolf-esque, j'ai envie de dire. Allez, c'est parti. Donc là, ici, on a la sortie, j'ai l'impression. Alors oui, par contre, la sortie est complètement différente. Lorkers, ok, il n'y a pas de casier, là. Il n'y a pas de casier modélisé. Je sais pas pourquoi t'as mis un petit panneau avec les Lorkers. Ça n'a absolument aucun sens. Donc c'est parti, on va donc pouvoir embarquer dans cette merveilleuse attraction qui est donc un RMC Coaster, je le rappelle. Un RMC qui a l'air relativement intéressant, mais qui m'a l'air relativement haut. Enfin, ne serait-ce que pour son layout, hein. Par contre, j'ai l'impression que la file d'attente, on s'en cogne complètement. Elle est horrible, cette file d'attente, d'ailleurs. Putain, elle est pire que Iron Gwazi. Déjà, celle de Iron Gwazi est pas super ouf. Enfin, en fait, la fin de la file d'attente, ça va. Quand ça va vraiment au-dessus du layout comme ça, du prélift, ça va. Mais par contre, quand on se tape les parcs à bœufs, c'est horrible. Mais bon, les parcs à bœufs, ça va. Je me le suis jamais vraiment coltiné. Moi, j'ai jamais attendu plus de 30 minutes pour Iron Gwazi. Et ne serait-ce que sur
Même sur une journée, j'attendais quasiment pas. Enfin, j'attendais même pas. J'attendais peut-être 1 ou 2 trains à la limite, et puis j'embarquais, voire même c'était du walk-on, comme on dirait dans le milieu. Mais bref, donc c'est parti, on va donc attendre le prochain train. Putain, ouais, même les formes et tout de la station, c'est très inspiré d'Iron Gwazi. Mais bref, c'est parti. Je pense qu'on va le juger comme n'étant pas Iron Gwazi, hein, très clairement. Puisque vous allez voir que les éléments sont complètement différents. Déjà qu'on n'a pas le gros élément, le gros stall qui se trouve là juste au-dessus de la station, qui fait figure un petit peu de modèle de Iron Gwazi. Là, ça m'a l'air d'être complètement différent. Par contre, le soundtrack me dit clairement quelque chose. Hein. Ça me fait penser, putain, à un Raft qui se trouve pas aux États-Unis. Hein. Bah oui, c'est. Si je dis pas de conneries, c'est El Rio. Ou vous savez, dans la Walibi Holland. Oui, c'est El Rio, je ne sais plus. Mais bref, ça me fait penser à un Raft européen qui a un soundtrack comme ça. Ah non, mais non, c'est à Plopsaland ça. Oui, c'est à Plopsaland, c'est Dino Splash. Il me semble qu'il a un soundtrack comme ça, mais bref. Donc c'est parti, on va donc attendre pour pouvoir embarquer. Alors par contre, le gros défaut visiblement de ce coaster, c'est que, comme le coaster précédent, j'ai l'impression qu'il a un débit de chiottes. Par contre, il est plus haut qu'Iron Gwazi, où j'ai cette impression. Ah, c'est vrai que la structure de Iron Gwazi est tellement fine et tellement s'intègre tellement parfaitement sur le parc que avoir une grande structure comme ça, on a tout de suite l'impression que c'est beaucoup plus haut. Alors peut-être que ça fait quasiment la même hauteur, hein, qui sait, on ne sait jamais. Mais bref, faudrait avoir un petit mètre, un petit double décimètre, ou même beaucoup plus que ça, pour pouvoir déterminer la hauteur de ce lift, qui vient d'être absolument dinguissime et absolument haut, beaucoup trop haut, mais enfin on va pas dire beaucoup trop haut, parce que généralement les coasters aussi hauts, ça nous procure des sensations absolument dantesques et absolument, on en redemande toujours. Voilà, c'est ça qui est intéressant surtout dans Iron Gwazi, c'est que ça trace tout le temps. Mais bref, on attend donc le dispatch, les portillons vont bientôt se fermer, on va aller pouvoir gravir ce lift et baisser nos harnais, et c'est parti, en plus c'est merveilleusement bien synchronisé pour pouvoir débuter un petit peu Slayern. Donc là, c'est du Iron Gwazi pur et dur, un pré-lift vraiment qui ressemble, enfin c'est du Iron Gwazi. Quoique le pré-lift de Iron Gwazi peut-être un petit peu plus abrupt, c'est le défaut que je donnerais parce que vraiment on se prend un gros à-coup méchant. Un petit peu pour rien, c'est dommage. Pourtant, il y a certains pré-lifts de chez RMC qui sont assez sympas. Celui d'Iron Gwazi ne l'est pas autant pour moi. Enfin, vraiment, pas de mon point de vue. Donc c'est parti, on gravite tranquillement ce lift qui tourne tranquillement. Nous, on attend le temps que notre train arrive à son sommet et qu'il puisse nous dropper. Et ça va être super cool. Regardez la vue qu'on a là-haut. Ah c'est beau ça. Hein. C'est beau ça. Ah oui d'accord, en plus c'est un terrain coaster, donc c'est même pas un coaster posé sur un parking, j'ai envie de dire. Comme chez Six Flags. Donc c'est parti. Oh là là, mazette. Oh là là. Bon là par contre ça va être un élément relativement doux. Ah purée, ça c'est beau ça. Et le fameux Death Roll, je m'en doutais qu'on allait l'avoir là-dedans. Ouais, finalement on a le même élément qu'on retrouve autour de la station, mais posé à un moment différent. Putain, mais j'ai l'impression que c'est Iron Gwazi avec des éléments, alors pas tous, hein, avec des éléments vraiment mis d'une manière complètement différente. Cette partie un petit peu en hauteur, vous savez, qui est assez punchy. Par contre on n'a pas d'un flying roll comme ça, donc comme quoi ça reste un RMC qui est complètement différent, un RMC custom. Ouais, désolé, je parle beaucoup d'Iron Gwazi. Hein. Mais c'est mon top 1, mon petit Iron Gwazi. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs ma vidéo à Busch Gardens Tampa où j'en parle beaucoup de ce coaster, mais il faut dire que pour moi ça reste une grande référence en termes de sensations, de diversité de sensations chez un RMC. Waouh. Bon. C'est vraiment un très très bon coaster, ça y a pas de doute, hein. Je pense que ça aurait été difficilement faisable de faire moins bien, j'ai envie de dire. En termes de... Oh putain, ah oui d'accord, ok. Ah ouais, c'est vraiment... Wow, la drop est verticale en fait, mais... Elle est plus que verticale en fait. Ce qui n'a jamais existé, j'ai l'impression, sur RMC, les drops plus que verticales. Donc ce n'est pas réaliste, ma foi. Ce n'est clairement pas du tout réaliste. Alors par contre, je suis en train de compter. Oh, les trains me paraissent ridiculement petits du coup. Les trains sont ridiculement petits quand on voit la hauteur de ce truc. Mais il faut dire que RMC n'a jamais produit des trains autre qu'une capacité de ceux-ci. C'est-à-dire, je crois, c'est 6 wagonnets à RMC. 6 wagonnets de 4 personnes. Donc ils n'ont jamais produit autre chose que ça. On va peut-être un petit peu se manier pour essayer un petit peu d'améliorer le débit, nos chers amis de chez RMC. Parce que voilà, vos coasters ne sont pas les meilleurs en termes de débit. Je pense que c'est vraiment le plus gros défaut avec le confort en termes des protèges tibia. Ça ne va pas du tout chez RMC. Mais bref, donc pour faire un petit point sur ce coaster, un beau coaster dans l'ensemble. Il est plutôt sympa, il y a de bons éléments, ça trace sévère.
Ça manque un petit peu d'originalité, j'aurais quand même aimé voir autre chose que du Iron Gwazi là-dedans. Parce que j'ai déjà fait Iron Gwazi, moi je le connais bien son layout. C'est toujours bien d'avoir des choses qu'on découvre dans No Limits 2. Mais d'avoir des petits clins d'œil parfois, ça ne fait pas de mal hein, sur certains éléments. Comme on l'a retrouvé tout à l'heure avec par exemple sur le coaster précédent de Main Con Costa. Avec notamment le triple catapultage qui fait un rappel avec Star Trek Operation Enterprise. On a un petit clin d'œil également par exemple à ce qu'on peut retrouver sur Volkampf, je crois, c'est vous savez le petit boomerang Vekoma de Trips Drill. Vous voyez, ce genre de petit clin d'œil, je pense que ça a été volontaire mais c'est assez discret que d'avoir carrément des bâtiments qu'on retrouve dans un coaster. Là on en oublie que c'est un coaster différent. Vous voyez le truc, alors que je suis sûr ça aurait été je pense pas si compliqué de faire une station custom hein. Sinon, autant faire un coaster 100% Iron Gwazi. C'est une reproduction. Mais bref. C'est pas excessivement grave parce que ce genre de choses, je les ai déjà fait. Et voilà, c'est les erreurs, j'ai envie de dire, de débutants, si je puis dire. Enfin, de débutants. Non, ce coaster a vraiment des éléments. Enfin, c'est pas un débutant qui a fait ça, hein, mais j'ai envie de dire des éléments. Enfin, des erreurs d'intermédiaire. Voilà, prendre inspiration sur quelque chose qu'on a déjà fait. Et peut-être prendre trop inspiration. L'inspiration, c'est une chose quasiment indispensable pour pouvoir construire quelque chose, pour pouvoir concevoir quelque chose. Mais avec excès, ça peut en devenir un inconvénient, un désavantage. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker évidemment cette vidéo. N'hésitez surtout pas également à poster votre création et à me l'envoyer sur l'adresse mail qui se situe dans la description de cette vidéo. N'hésitez également surtout pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. On se retrouve tous les samedis pour du Nuit 2 à 14 h, également le mercredi sur du Roblox et le dimanche sur des trips arconautiques. Merci à vous. Allez, à plus tard.